Jean-Claude Bernheim est professeur de criminologie à la retraite. C'est aussi l'auteur de nombreux livres qui touchent à des causes judiciaires célèbres qui ont marqué l'actualité, souvent parce qu'ils soulevaient toutes sortes de questions sociologiques, toutes sortes d'enjeux éthiques. Jean-Claude vient nous voir à toutes les 2 semaines. On ne pouvait pas ne pas parler de ce qui se dit actuellement dans la campagne électorale, surtout là, parce que Pierre Poilievre, depuis quelques jours, pas juste lui d'ailleurs, le Bloc aussi, fait beaucoup campagne sur des questions liées à la justice criminelle. Hier, M. Poilievre a annoncé qu'il voulait ramener les peines de prison consécutives. Jean-Claude, explique-nous déjà un peu c'est quoi en quoi ces peines, en quoi ce qu'il propose change de ce qui est de ce qui existe maintenant, en fait. Bien, en fait, quand on parle des peines consécutives dont il est question de la part du Parti conservateur, c'est entre autres pour les meurtres. Ouais. C'est-à-dire qu'une personne qui tue plus d'une personne, et éventuellement, si elle est condamnée, pourrait être condamnée à des peines minimales de 25 ans cumulatives. Donc, si la personne tue 2 personnes, 3 fois 25, ça fait 75 ans, avant d'être admissible à une libération conditionnelle, en sachant pertinemment que ce ne sera jamais applicable et appliqué. Ouais. C'est ce qui existe aux États-Unis, si je ne m'abuse, dans certains États, ou tous les États? C'est même beaucoup plus large que ça. Les peines sont astronomiques souvent. Oui. Ce qu'on peut constater, c'est qu'au Canada, la façon dont le système fonctionne, malgré toutes ces lacunes, si on veut, fait en sorte qu'on essaie d'avoir un équilibre entre l'éventuel crime commis, les conditions dans lesquelles il a été commis, l'auteur du crime et sa situation personnelle, pour essayer d'établir, disons, une juste peine en fonction de tous ces critères. Ce qui se passe aux États-Unis, c'est qu'on cumule les peines. Alors, vous commettez un vol à l'étalage, plus une entrée par effraction, etc. Mais on cumule ce qui peut monter à 140, 150, 500 ans même à l'occasion. Tandis qu'ici, de manière générale, théoriquement, on peut faire le cumul, mais souvent, les peines, dans le cadre d'un procès, avec de multiples accusations, c'est que les peines sont purgées concurremment. Donc, la personne purge la peine la plus grave par rapport à la série de crimes commis. D'accord. Mais moi, j'avais préparé ma chronique d'aujourd'hui avant que cette nouvelle de... Cette promesse-là soit faite hier. C'est ça. Ouais. Et par rapport au phénomène du crime en général, le Parti conservateur a toujours eu une approche très forte. Il se dit « tough on crime ». On ne sait pas sur quoi ça repose vraiment, mais ce qui est écrit sur le site du Parti conservateur, je l'ai parce que ça mérite d'être expliqué pour comprendre l'ensemble des propositions dont celle d'hier. Alors, il est écrit « En raison de la décennie perdue des libéraux, la criminalité a grimpé en flèche de 50 %, tandis que les crimes commis avec une arme à feu ont augmenté de 116 %. Les homicides commis par des gangs ont bondi de 78 % et les extorsions et les vols de voitures ont augmenté respectivement de 357 % et de 46 %. Alors, les chiffres qui sont cités sont vrais. Mais oui, le hic dans tout ça, c'est qu'au Canada, depuis la fin des années 90, on n'aborde plus le phénomène du crime à partir du taux de criminalité, mais par rapport à l'indice de gravité des crimes. C'est-à-dire que Statistique Canada a développé une méthodologie pour mesurer l'ampleur des crimes mineurs, des crimes majeurs. Un vol à l'étalage, puis un meurtre, c'est pas la même chose. La gravité n'est pas la même. Par contre, c'est un crime. 1. Donc, sur le plan de la statistique du taux de crime, le vol à l'étalage est équivalent à un meurtre. Dans l'indice de gravité des crimes, on pondère les crimes en fonction de leur gravité. Alors, ce qu'on peut voir, c'est que l'indice de gravité des crimes n'a pas augmenté. Il est assez similaire au cours des 20 dernières années. Ce qui fluctue dans le temps, et on le voit très bien dans la déclaration du Parti conservateur, c'est que les crimes fluctuent, mais dans leur exemple, ils ne donnent aucun crime violent. Ouais. Hein? Pourquoi?
Parce que les crimes violents, de manière générale, sont plus ou moins stables. Il y a des variations d'une année à l'autre. On peut avoir un plus 10%, un moins. Ouais. Mais globalement, la criminalité violente est assez constante. Mais le fait que les crimes peu violents augmentent, c'est quand même pas rassurant non plus. Non, mais si on prend encore l'exemple de la question des vols de voitures, oui, ça augmente. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que toute la question autour du vol de ce type-là, c'est qu'il y a la complicité, et je dirais, oui, la complicité des compagnies d'assurance. Il y a une étude qui a été faite dans les années 80. Quand une personne était victime d'un vol, faisait une réclamation à la compagnie d'assurance, déclarait avoir été volé pour ci, ça et ça. Ils ont fait une étude en envoyant à un client sur deux une lettre. Dans la lettre qu'ils envoyaient, ils disaient à la personne qui demandait une indemnité, si vous contrevenez au Code civil du Québec ou à la loi pas la loi, mais le contrat d'assurance en vertu de tel ou tel article, mais vous ne serez pas indemnisé. Fait que ce qu'ils ont constaté, c'est que les personnes qui recevaient la lettre avaient globalement des revendications, des réclamations inférieures que celles qui ne recevaient pas la lettre. Ouais. La conclusion, c'est que quand les gens reçoivent la lettre, ils se disent « Ouais, j'ai intérêt à déclarer vraiment ce que je me suis fait voler et non pas en rajouter. » Qu'est-ce qu'a décidé les compagnies d'assurance au Canada? De ne pas envoyer de lettres. Pourquoi? Ben oui, pourquoi? C'est très simple. Parce que les primes que vous payez, c'est en fonction des indemnités versées. Plus ils versent d'indemnités, plus les primes montent et plus les bénéfices montent. Ouais. Alors, on a décidé d'encourager, de faire en sorte que les gens soient des voleurs. Ouais. Oui. Alors, ça explique le taux de... Alors, pour les voitures, c'est la même chose. Il y aurait des façons de faire pour qu'on puisse moins voler les voitures pour qu'elles soient plus sécuritaires. Ouais. Mais on ne le fait pas non plus parce qu'encore là, quand une voiture est volée, est envoyée en Afrique ou au Moyen-Orient, le vendeur d'auto, il en vend une de plus. Fait qu'il y a intérêt à ce qu'il y ait des vols d'automobiles. Ouais. Alors, cette trou-là... Mais c'est pas le vendeur qui vole les voitures. Là. Il y a quand même des réseaux organisés dont on parle beaucoup. Il n'y a pas de problème. Je dis pas que c'est le concessionnaire qui est voleur. Ouais. Le concessionnaire est content qu'il y ait des voleurs. Comme les compagnies d'assurance sont aussi contentes qu'il y ait des voleurs. Alors, quand on aborde le phénomène du crime, il faut l'aborder dans sa réelle perspective à partir on parle de la science, de la connaissance, dans toutes sortes de matières, santé, environnement, etc., mais jamais par rapport au phénomène du crime. Et ce qu'on peut voir, c'est que le Parti conservateur exploite le sentiment d'insécurité des gens en leur disant il y a des crimes. Oui, il y a des crimes, c'est indéniable. Que socialement, il faille réagir face au phénomène du crime, c'est aussi indéniable. Mais maintenant, c'est la façon de faire. Alors, on sait des études qui ont été commandées par le Service correctionnel du Canada dans les années 90 ont démontré clairement que l'augmentation des peines n'avait aucun impact sur le phénomène du crime. Au-delà d'une certaine ampleur de la répression, ça n'a pas d'effet positif. Au contraire, ça a des effets négatifs. Mais le sentiment d'insécurité que les gens vivent, il est réel. Mais c'est que ce sentiment d'insécurité n'est pas juste là par le phénomène du crime, mais aussi par le phénomène de la perte d'emploi, de l'augmentation du coût des loyers, l'augmentation du coût de la vie, toute la situation actuelle qu'on a avec les États-Unis. Tout ça, ça crée de l'insécurité. Et le sentiment d'insécurité, on peut, si on ne l'analyse pas formellement, rationnellement, on ne peut pas déterminer c'est quoi la cause. Elle est là. Ouais. Alors, le Parti conservateur, comme toujours, fonctionne sur ce sentiment d'insécurité qu'on affecte au phénomène du crime. Mais c'est que ça a beaucoup d'impact sur la vie au Canada. Parce que durant la période Harper, par exemple, il faut savoir que le gouvernement a travaillé 30% de son temps sur des lois concernant le phénomène du crime. Parmi les 263 projets de loi qui ont été présentés au Parlement,
Il y en a 76 qui concernaient le phénomène du crime. Alors, ils attendaient qu'un événement dramatique se produise, et là, ils intervenaient pour dire on va augmenter les peines, on va criminaliser telle chose, etc., etc. Pendant ce temps-là, c'est que le fait est là. On nie pas le fait. Mais la réaction, c'est de politiser ce fait pour mobiliser le temps que le Parlement passe à étudier les problèmes sociaux dans leur ensemble. Puis si on veut parler du phénomène du crime et qu'on ne l'aborde jamais dans la perspective sociale et économique, je veux dire, on ne pourra jamais y faire face réellement. Et malgré la position du Parti conservateur dénoncée par ses opposants, mais les opposants ne parlent pas plus de la réaction sociale et économique qui concerne le phénomène du crime. Ils sont dans le même pattern de manière moins excessive, mais absolument pas dans une perspective à partir de la réalité sociale et économique dans laquelle se retrouvent les personnes. Et la preuve, on parlait des États-Unis tout à l'heure qui ont des peines cumulatives, etc. Mais le phénomène du crime au Canada a baissé à partir des années 90-11 au Canada. Bien, ça a baissé aussi aux États-Unis. Comme l'ampleur est plus grande aux États-Unis, bien, ça reste encore élevé par rapport à ce qu'on retrouve au Canada. Mais ce phénomène de diminution de la criminalité est la conséquence du contexte social et économique, dans le sens que, durant les années 90, le taux de chômage était bas, le niveau de vie s'améliorait, les tensions étaient moins fortes et la population est vieillissante. Alors, on sait qu'il y a un lien étroit entre l'âge et la commission des crimes. En plus de ça, on sait que la commission des crimes est souvent le propre des jeunes, entre 16 et 25, 30 ans, mettons. Mais en même temps, ce qui est arrivé, c'est l'Internet. Et les jeunes, où ils se sont retrouvés dans leur sous-sol. Alors, étant dans leur sous-sol, il y avait moins d'occasions de commettre des crimes. Par conséquent, la criminalité a baissé au Canada et aux États-Unis parce que tous les jeunes se retrouvaient dans leur sous-sol. À commander de la drogue en ligne. Éventuellement. Je fais des blagues. Éventuellement. Non, tout ça pour dire que c'est très difficile de passer le cap de cette dimension émotive que suscite le crime et cette exploitation politique d'un phénomène social et qui font en sorte que la société ne progresse pas autant. Et quand Poilievre dit qu'il utilise la clause dérogatoire pour assurer le droit à la sécurité et à la vie, pourquoi est-ce qu'il ne parle pas d'augmenter les transferts fédéraux dans les provinces au niveau de la santé? Parce qu'on sait qu'aussi le droit à la vie, bien, ça passe par l'hôpital souvent. Puis que s'il n'y a pas de personnel suffisant, bien, quand on y arrive, c'est pour mourir et non pas pour guérir. Alors, le fait de mettre l'accent sur une pratique qui va coûter très cher, parce que les prisons, juste les prisons, là, on ne parle pas de la police, on ne parle pas des tribunaux, juste les prisons, là, ça coûte 4 milliards par année. Hein? Un détenu en prison, un homme détenu en prison, 150 000 par année. Puis une femme, c'est quasiment 300 000. Pourquoi, non? Parce qu'elles sont moins nombreuses. Ah ouais. Alors, c'est les coûts d'échelle. Les économies d'échelle. Ouais. C'est quand même aberrant. Et puis, 4 milliards par année, donc, au Canada. Puis, il faut savoir que en 2020-21, hein, il y a des milliers de personnes qui ont été condamnées au Canada. On peut dire d'à peu près, dans 70 000, entre 65 et 70 000 personnes ont été condamnées à des peines d'emprisonnement. 80 %. Ben, on va commencer par... Il nous reste une minute, Jean-Claude. OK. 57 51 % des femmes ont été condamnées à une peine de moins d'1 mois. Ouais. Hein? 80 % de moins 6 mois. Les peines de plus de 2 ans, pour les femmes, 2,7 %, pour les hommes, 4,1 %. Je veux dire, c'est vrai qu'il y a des crimes de commis, mais la majorité des gens sont condamnés à des peines de moins d'1 mois. Tu nous l'as dit souvent, ça, ouais. Oui, mais si on regarde des milliards que ça coûte pour mettre en prison des gens qui ont commis des infractions mineures, c'est ça la réalité.
Jean-Claude Bernheim, merci beaucoup d'être passé, toujours fascinant. On se reparle dans 2 semaines, Jean-Claude. Tout à fait. Porte-toi bien. Merci, Bye bye. au revoir.